j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'un update lecture. Je ne me lance pas dans le même laïus que d'habitude, vous le savez, il y aura de tout au programme, des classiques, des mangas, des romans young adultes, bref. Et je commence tout de suite avec L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez, publié chez les éditions Albin Michel. J'ignore s'il est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse ou aux éditions Albin Michel tout court, puisque l'édition que j'ai est celle que j'avais reçue de la part de la maison d'édition en ENC, en épreuve non corrigée, et je ne me suis pas plus renseignée. Au vu des adresses disponibles au dos, j'imagine que c'est dans la collection Young Adult, mais très honnêtement, à la lecture, je n'ai pas... Certes, les protagonistes sont jeunes, mais la thématique est tout de même très actuelle, très mature. Dans cette histoire, on va suivre 5 personnages, donc 3 filles et 2 garçons si je me rappelle bien. 4 d'entre eux sont originaires du petit village ou de la petite ville dans laquelle va se dérouler l'intrigue, et une jeune fille est plus citadine et vit dans une famille extrêmement aisée. Bref, ce petit groupe va se retrouver durant l'été en bord de lac pour faire une espèce de pique-nique. À ce moment-là, la région est déjà en vigilance rouge. Alors, ce n'est pas classifié de cette façon aux États-Unis, mais en tout cas en vigilance concernant les risques incendies. Mais les jeunes gens vont tout de même se rendre au lac et pique-niquer, et l'un d'eux va notamment allumer un joint qu'il va faire tomber suite à une altercation avec l'une des jeunes filles du groupe, et là va démarrer un incendie qui va durer plusieurs jours, qui va vraiment entraîner des dégâts colossaux, mais aussi des pertes humaines, enfin tout du moins des personnes vont être blessées, je sais plus, mais si, il y a des personnes aussi qui perdent la vie, mais c'est pas documenté de façon stricte, on sait pas tout. Donc ça c'est le premier temps du récit, donc on va vraiment être sur la progression de l'incendie, ce qui s'est passé, donc une espèce d'enquête aussi pour savoir quelle est la véritable responsabilité de chacun. Puis arrive un moment où tout bascule dans le récit et où l'une des jeunes filles, qui s'appelle Violette, il me semble, si je me souviens bien, a disparu. Et en fait, voilà, on va suivre l'enquête pour savoir ce qui lui est arrivé, en sachant que, évidemment, cette disparition a un lien avec l'incendie. Et vraiment, ce roman, je l'ai adoré, je l'ai trouvé super. Il traînait dans ma palle depuis sa sortie, donc depuis un an, mars 2022. Et je n'aurais pas dû le faire traîner si longtemps, c'était absolument idiot. Je l'ai trouvé très très bien, très divertissant. Évidemment, c'est pas... Alors je vous dis évidemment, mais c'est pas vrai. J'ai lu des thrillers qui m'ont vraiment fait quelque chose. Je pense notamment à Par le feu, qui était paru chez les éditions Casterman, qui mettait en scène une jeune fille dans une secte. Qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Là aussi, ça m'a touchée, mais... En fait, c'était vraiment la question de l'incendie que je trouvais intéressante, parce que c'est pas quelque chose que je vois beaucoup abordé, notamment en littérature jeunesse ou young adulte, et c'était particulièrement bien fait et maîtrisé dans ce titre-là, donc voilà, je vous le recommande si vous souhaitez découvrir un thriller un petit peu particulier qui n'est pas dans une thématique classique où il va y avoir un meurtre ou une disparition. Enfin, il y a une disparition, mais elle arrive dans un second temps et elle est vraiment... certes, elle est au centre, mais elle est entourée par cet événement qu'est l'incendie. Voilà. J'ai ensuite lu, mais je vous en ai parlé dans un vlog, donc je vais passer très vite, La Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki, que j'ai adoré, qui est vraiment un ouvrage glaçant, qui est une espèce de légende urbaine dans laquelle on va suivre donc ce jeune homme qui un soir entend taper à la porte de son voisin. Et force de répétition des coups, il commence à en avoir marre, sort et se rend compte qu'il y a une dame en imperméable et avec de très longs cheveux noirs qui tape à la porte sans s'arrêter, sans s'arrêter, sans s'arrêter. Il lui dit donc que son voisin n'est pas là, mais la femme insiste, et puis le lendemain elle revient et c'est à la porte du jeune homme qu'elle frappe. Donc voilà, c'est très très glaçant. Je vais pas faire la fière, je trouve que c'est un récit qui fait assez peur, mais qui est vraiment mené d'une main de maître par Minetaro Mochizuki, que je ne connaissais pas, qui est notamment l'auteur de Dragonhead, que je n'ai pas lu encore, mais j'ai trouvé ça super, et très honnêtement on m'aurait dit que ça venait de Kazuo Umezu ou de Junji Ito. Je pense que je n'y aurais vu que du feu, alors
Alors c'est peut-être pas suffisamment déjanté pour appartenir à l'univers de ces auteurs-là, mais en tout cas c'était vraiment très réussi et j'ai trouvé que cette légende urbaine était bien rapportée. Puisque je vous en parlais de Junji Ito, Frankenstein, alors grosse surprise, je vous préviens tout de suite, si vous achetez cet ouvrage, il n'y a pas que Frankenstein dans cet ouvrage. Il y a aussi plusieurs nouvelles, et les nouvelles, ce sont les nouvelles qui portent sur cette maison hantée. Donc dans l'ouvrage, il y a 10 nouvelles en plus de Frankenstein. Il y a 10 nouvelles, dont 6 récits d'Oshigiri, un jeune lycéen taciturne habitant une immense demeure devenue le théâtre de phénomènes paranormaux de plus en plus terrifiants. Bon, c'est la fameuse... alors je sais pas s'il y en a plusieurs, parce que je n'ai quand même pas tout lu de Junji Ito, même si je commence à en avoir lu un bon paquet, mais c'est cette espèce de maison hantée. Finalement, où il se passe des choses assez étranges et où notamment il y a des portes entre les univers, bref. Premièrement, l'adaptation de Frankenstein était très très réussie, très bien, et je trouve que les traits, vraiment le style graphique de Junji Ito colle parfaitement avec l'univers qu'a créé Mary Shelley. C'était super, vraiment super, très bonne alternative pour découvrir l'histoire, bien que certaines choses soient différentes, notamment la fin. Et évidemment, le texte est raccourci considérablement, mais vous avez les grandes lignes du récit de Frankenstein et vous découvrez la créature d'une façon complètement différente, je trouve. Bien que, à mon sens, il manque un petit aspect. On met pas assez l'accent sur ce qui faisait vraiment le centre du récit de Mary Shelley, à savoir l'interrogation de qu'est-ce qui est monstrueux et qui est le monstre dans le récit. Bon, là, on reste un petit peu à côté de ça, mais finalement, on savoure tellement le graphisme et c'est tellement beau que je dirais que c'est une œuvre à part entière qui, bien évidemment, s'inspire grandement de Frankenstein, reprend les noms des protagonistes, l'époque historique, les lieux, mais voilà, il y a vraiment cette patte Junji Ito qui est très appréciable, et les nouvelles étaient super cool aussi, comme d'habitude, donc j'ai passé un très très bon moment, vraiment. Si vous n'avez jamais lu Junji Ito et que vous aimez un petit peu les univers à la Lovecraft, très particuliers, les univers horrifiques, si vous aimez Kazuo Umezu, si vous aimez vraiment aussi les auteurs qui prennent des risques, parce que Junji Ito c'est ça, c'est beaucoup de risques, je vous assure, et il arrive à vous faire peur avec un rien. Voilà, vraiment foncez si vous aimez tout ça, et si vous n'aimez pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas d'opinion, vraiment faites la découverte de Junji Ito, faites-moi confiance, et surtout venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Très rapidement, j'ai lu 2 petits albums pour la jeunesse. Il y a donc... alors, attendez, je vous dis ça parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, la collection de trésors de Deborah Marcero, je vous mettrai une illustration juste ici, qui était un petit texte qui mettait en scène une relation amicale entre 2 protagonistes qui collectionnent des petits trésors, justement. C'était mignon, c'était touchant, mais je suis un petit peu passée à côté. C'est pas forcément le genre d'album pour les petits que j'aime bien. Je trouve ça un petit peu trop... je trouve ça un petit peu abscon. C'est à la fois très simpliste et ça a vraiment cette volonté, je pense, d'être dans quelque chose de très épuré, de très pur, dans le sens pureté au sens où on va au message essentiel, mais du coup je trouve ça abscon personnellement. Donc si les illustrations étaient très mignonnes et que vraiment j'ai trouvé ça touchant aussi par moments, je trouve que pour un lecteur très très jeune, après vous allez me dire, pour les albums très souvent ce sont des lectures qu'on fait avec les parents, et puis ce n'est pas dramatique de ne pas comprendre tous les mots ni même le message de fond, mais voilà, personnellement je n'ai pas d'autres mots, j'ai trouvé ça un petit peu abscon. Et c'est le même problème pour le livre suivant, qui est donc Le Vide d'Anna Levna, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, de toute façon vous aurez l'illustration ici, et je vous mettrai le nom de l'autrice en barre d'infos. Alors là je n'ai pas aimé les illustrations, et pareil, j'ai trouvé que c'était... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était complexe, parce que dans Le Vide, on suit une petite fille qui a une espèce de vide en elle, et qui essaie de le combler par tous les moyens. Je ne suis même pas sûre que ce soit un processus conscient, mais alors déjà, ce vide, je trouve qu'il est représenté d'une façon assez agressive, puisque c'est vraiment une boule noire, et comme une espèce de trou noir en fait qui absorberait tout. Et j'ai trouvé que c'était un peu violent, moi ça m'a troublée en tout cas. Et même si là j'ai trouvé que la morale de l'histoire avait quelque chose de très philosophique et de très intéressant, je trouve que c'est triste tout quoi, et pas dans le sens de
Je sais pas comment dire, c'est sûr que c'est pas parce qu'on est enfant qu'il ne faut pas lire des choses tristes, c'est pas ce que je veux dire. J'ai lu par exemple de très bons livres sur le deuil. J'ai lu notamment l'album Migrant il y a un an à peu près, qui était un album sans aucune parole, avec seulement des illustrations qui mettaient en scène la vie de personnes qui fuient leur pays pour échapper à la guerre. Donc ce sont des thématiques compliquées, mais je trouvais que c'était abordé d'une façon, le trait, les illustrations, qui faisaient qu'on pouvait tout à fait envisager que ce soit à destination d'un public très jeune. Là, avec Le Vide, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez conceptuel et philosophique. J'ai cependant préféré en termes de message. J'ai préféré à La collection des trésors, je crois que c'était. Ça fait pas partie des albums que je vais conserver et desquels je suis vraiment friande et vers lesquels je retournerai. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Voilà. Très rapidement, j'ai également lu les tomes 5 à 8 de Shangri-La Frontier, qui est donc cette fameuse histoire d'un jeu vidéo qui cartonne de partout. On suit un jeune homme qui passe sa vie dans sa chambre et qui préfère très largement jouer à des jeux de niche, en général même pas bien peaufiné, qui ressemble plus à des bêtas qu'à des versions définitives de jeux, qui va finalement se laisser séduire par l'idée de découvrir Shangri-La Frontier, qui est donc le MMORPG qui cartonne et auquel tout le monde joue, et finalement il va se prendre au jeu, vraiment créer son personnage, donc il joue en réalité virtuelle, créer son personnage et voilà, franchir les niveaux, rencontrer de nouveaux personnages, etc. etc. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup. Alors c'est un shonen, donc on a toute cette dimension, c'est assez rigolo parce que le protagoniste quand même reste bien seul les 3 premiers tomes, je dirais, au sens où on voit vraiment son évolution personnelle en tant que personnage d'ailleurs, hein, surtout très peu en tant qu'individu. Et c'était intéressant parce que c'est vrai que je suis très habituée à ce que les shonen commencent directement par des groupes d'amis qui sont formés, enfin, dès les premiers tomes, on a l'impression que les personnages se rencontrent et deviennent inséparables. Là, quand même, sur les 3 premiers tomes, on était dans quelque chose de très presque introspectif finalement, même si c'était à l'échelle d'un jeu vidéo et d'un personnage. Mais voilà, bon, après le processus s'enclenche normalement et on retrouve tous les codes classiques du shonen. Mais je passe un très très bon moment avec cette saga et je lirai la suite avec plaisir. Un autre manga qui, pour le coup, est une déception. J'ai lu les 3 premiers tomes de Trillion Game, qui est un manga publié chez les éditions Glénat. Alors, je n'ai pas du tout apprécié le trait et je n'ai pas non plus apprécié l'histoire, que j'ai trouvé vraiment creuse. Voilà, ça ne m'a pas plu. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais pas épiloguer, mais on est vraiment dans des graphismes qui sont presque ce que j'imaginerais en fait du Parrain si on devait le dessiner en manga. Mais c'est grossier dans le sens où, je sais pas, les dessins plus l'histoire, je trouve que ça avait quelque chose de grossier, qui s'apparente un peu au manga peut-être des années 80 en termes de style graphique, hein, j'entends, et en termes de message et de façon d'être écrit. Alors je sais même pas quoi je pourrais le comparer. Ça tourne beaucoup autour de l'idée du monde de travail, avec une espèce de collaboration entre de vieilles connaissances et avec cette volonté de gagner de l'argent. Voilà, je sais pas, moi personnellement ça ne m'a pas du tout intéressée. Je pense que j'étais pas non plus le public ciblé, clairement. J'ai été curieuse parce que je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort, mais là ça l'a pas fait. Voilà, je pense que c'est une saga qui compte quand même pas mal de tomes, puisque j'avais reçu les 3 premiers, mais je crois que c'est déjà le moment de la sortie du tome 5 ou 6, donc il y a quand même quelques tomes qui sont déjà parus. Mais voilà, en ce qui me concerne, je vais arrêter ma lecture de Trillion Games à ce 3e tome. Dans le cadre de Mars au féminin, donc c'est vous dire comme je suis en retard sur mes bilans lecture, j'ai lu La Muette de Chador Jarvan, que j'ai beaucoup aimé, qui était très touchant, très très dur à lire. Vraiment très dur à lire. Dans La Muette, on suit Fatmé, une jeune fille de 15 ans qui vraiment voue un amour incroyable à sa tante qui est muette. Tante qui a une autonomie, une liberté de penser qui est très rare malheureusement enfin pas chez les femmes en Iran, mais qui en tout cas est largement bridée par les hommes en Iran. Et donc Fatmé, quand on la rencontre, elle est en prison. Et son garde a accepté de lui fournir, il me semble que c'est le garde qui accepte de lui fournir de quoi écrire, et elle va raconter l'histoire de cette tante et raconter comment elle en est arrivée à la prison, à son âge, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc on apprend que sa tante était tombée amoureuse d'un homme, qui d'ailleurs était son oncle je crois, mais du côté de sa mère.
et elle était plus âgée que cet homme-là. Bref, c'est une union qui a été consommée hors mariage. Et lorsqu'on a appris, lorsque ça s'est su qu'il y avait une relation d'amour entre ces deux personnages, enfin, entre ces deux personnes, ce ne sont pas des personnages, je crois que sa tante initialement était condamnée à la lapidation, mais que finalement, suite à la négociation de son père, elle est assassinée. Les parents de Fatmé sont obligés de la donner en mariage à Mola, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui a déjà 2 femmes il me semble. Et la jeune fille ne va pas se laisser faire. Elle va se défendre et en se défendant, elle va tuer cet homme. Et elle va être arrêtée et condamnée à mort. Et donc c'est à ce moment-là qu'on la retrouve en prison. C'est un ouvrage extrêmement engagé, incisif, difficile, très important. Il est vraiment à l'image de tous les textes de Chador Javan, avec cette même force, cette même intensité, cette même brutalité, cette volonté d'être sans concession, sans compromis. Et c'est très bien réussi dans La Muette. C'est vraiment un ouvrage qui est désarmant. Je trouve qu'il est incroyable. J'aimerais vous dire que j'ai aimé ma lecture, mais c'est tellement difficile que le mot n'est pas aimé, clairement. Mais en tout cas, c'est une lecture nécessaire. Toujours dans le cadre de Mars au féminin, j'ai lu Hôtel Casanova d'Annie Ernaux, qui est vraiment un recueil de tout petits textes de l'autrice. Donc ce sont parfois des petits articles, parfois des petites notes qu'elle a pu prendre comme ça, au gré de ses réflexions. Et alors, si tout n'était pas parfait, tout n'était pas incroyable et tout ne m'a pas plu, il y a quelques textes que j'ai trouvés très touchants, très intéressants. Et de façon générale, j'ai beaucoup aimé voir la pensée d'Annie Ernaux en mouvement, la pensée d'Annie Ernaux en marche complètement sur le quotidien, notamment quand elle parle des informations, quand elle parle de petits événements de vie, d'expériences qu'elle fait. Par exemple, il y a un moment où elle parle d'un homme à la poste qui tient la porte aux gens, qui a vraiment une démarche très humaine finalement, qui tient la porte aux gens, qui leur dit bonjour, qui est vraiment dans le contact humain et qui petit à petit va décliner au vu en prenant en compte l'évolution de la société et toutes les choses qui vont être modifiées. Cet homme va se retrouver un petit peu hors des clous, et hors des clous il ne va plus trouver sa place et il va donc changer radicalement. C'est certainement le texte qui m'a le plus touchée dans ce recueil, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très intéressant, très bien porté par la plume d'Annie Ernaux. Et vous avez plein de petits textes comme ça. Il y a des choses qui parlent d'amour, de famille, de politique. Et c'est très bien fait. Et comme d'habitude, j'aime beaucoup ce que fait Annie Ernaux. C'est pas mon texte préféré, mais c'est très intéressant. Pour clore les lectures de Mars au féminin, j'ai lu Sido, suivi des Vrilles de la vigne de Colette. Et alors, j'ai adoré Sido. J'ai adoré. J'ai trouvé que les descriptions des jardins dans le sud de la France par Colette étaient mais bouleversante. J'avais vraiment l'impression d'être dans un jardin, de faire l'expérience sensorielle de ces odeurs qu'elle sent, de ces couleurs qu'elle voit. C'était grandiose et j'ai adoré tous les petits souvenirs de Colette en rapport avec sa mère, avec son père, avec les animaux qu'elle a pu côtoyer. C'était vraiment magique, c'est une ode à la nature, c'est un texte divinement écrit. Je comprends tout à fait qu'il ait été étudié parce qu'il est exigeant d'un point de vue du style, mais il est vraiment... il est si joli, vraiment très joli, très nostalgique, très, très puissant, très beau. Il y a énormément de choses qui émanent de ce texte-là, qui est très 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 sensoriel, qui est extrêmement réussi. Et la plume de Colette, c'est vraiment magnifique à chaque fois. Je pense que c'est alors complètement différemment de La Chatte, qui est certainement mon texte favori de Colette, même si j'ai adoré Chérie. Sido, il a une petite touche, une petite note de mélancolie et de nostalgie pour moi, donc je le trouve très beau et je l'ai adoré. Les Vrilles de la vigne, ce sont donc plein de petits chapitres ensuite, enfin de petites nouvelles, et ça j'ai bien aimé, mais j'ai très largement préféré Sido. En fait, Sido a été une telle claque quand j'ai commencé l'ouvrage que forcément la suite ne pouvait être qu'en deçà, et pourtant elle est déjà très très belle, c'était déjà très bien, j'ai apprécié tout dans ce texte, mais alors Sido, c'est
Voilà, c'est mon petit coup de cœur, je pense, de mars au féminin. Donc voilà, j'ai adoré Sido. Je vous invite vraiment à en faire la lecture. C'est un sublime texte qui est très bref, donc je pense que voilà, tout le monde peut se lancer sans trop de crainte. Bon, voilà l'avis qui va certainement m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. J'ai lu les tomes 1 et 2 d'Ashes Falling for the Sky, publiés chez Albin Michel, donc de Nin Gorman et Mathieu Guibé. J'adore ce que fait Mathieu Guibé pour les éditions du Chat Noir. J'aime beaucoup son ton grinçant parfois, ses univers un petit peu gothiques, sa plume très romantique par moments, l'intensité des personnages qu'il crée, bref. J'aime beaucoup ce que fait Mathieu Guibé de façon générale. Nin Gorman, j'ai seulement lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, qu'elle a écrit avec Marie Alino, que j'ai beaucoup apprécié. Donc je m'étais dit que Ashes Falling for the Sky, ça allait le faire, puisque j'avais pas mal apprécié La nuit où les étoiles se sont éteintes, et que j'aimais beaucoup le travail de Mathieu Guibé. Et pourtant, je n'ai pas aimé ces textes-là. Et je sais que voilà, beaucoup de personnes m'ont dit mais quand même, comment c'est possible, etc., etc. Et en fait, moi, je ne suis pas très étonnée. Enfin, une fois que j'ai pris connaissance de l'histoire, je ne suis pas très étonnée du fait de ne pas avoir aimé. Je pense que je ne suis pas du tout le public ciblé, déjà, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire, mais alors pas du tout. Et, en fait, je trouvais que tout était cousu de fil blanc, donc je voyais tout arriver très en amont. Je n'ai pas été non plus touchée par l'histoire des personnages parce que je trouvais qu'il y avait énormément de surenchères, donc énormément les personnages ont vécu trop de choses. En l'espace de 2 tomes, quand on apprend à quoi ressemble la vie de Ash, les traumatismes de Sky, et tout ça mêlé, et puis les traumatismes qui vivent encore ensemble, c'est beaucoup pour une existence de 6 jeunes individus. Non pas que ça n'existe pas, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la façon dont c'est amené, ça fait beaucoup surenchère. Et ce côté-là m'a fortement déplu et a fait que j'ai décroché finalement assez tôt dans le récit. En revanche, j'avais beaucoup apprécié les personnages secondaires, notamment la relation qu'Ash peut entretenir avec... Alors attendez, je vais retrouver son nom, puisque j'avais mis des post-it. Que Ash peut avoir avec Miss Park, qui est un personnage qui dirige un restaurant, le restaurant dans lequel Ash travaille. Et il a une relation avec cette femme qui est vraiment très intéressante et très touchante. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait des jolies petites pointes de poésie par moments avec des citations qui étaient intéressantes. Mais ça n'allait pas plus loin que ça pour moi et ce n'est pas du tout la rencontre escomptée avec ce titre malheureusement, et j'en suis vraiment vraiment navrée et désolée, mais ce n'est pas pour moi. J'ai trouvé que le récit, c'est quelque chose que j'ai mentionné notamment dans le vlog où je parle de cet ouvrage. J'ai trouvé que la psychologie des personnages était toujours amenée à l'aune de leur relation, c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette vocation d'enrichir la relation amoureuse des protagonistes. Et on avait l'impression que c'était pour cette raison qu'on mettait en avant les traumatismes des personnages. Ça me dérangeait un petit peu, le fait finalement de se voir exclusivement par l'autre et par la relation avec l'autre. Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça qui m'ont dérangée. J'ai eu un autre souci, mais je veux pas spoiler. Il y a des thématiques très très dures qui sont abordées et qui sont pour moi abordées en surface. Et vraiment, ça me désole parce qu'il y avait notamment une scène qui personnellement m'a beaucoup choquée. Et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de moment où les personnages, je sais pas, discutent de cet événement ou prennent en compte la gravité de l'événement. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée. Donc pour toutes ces raisons, Ashes Falling for the Sky, ça l'a pas fait pour moi. J'ai vraiment tout annoté pour bien tout référencer par la suite, revenir aux choses que j'avais lues pour essayer de voir un petit peu... je sais pas, ce que je pouvais en penser, les résonances, tout ça, mais... Et même franchement, je vais être très honnête, je suis très admirative du travail de réseau qu'ont fait Mathieu et Nin sur ces titres, c'est-à-dire de tisser ces espèces de toiles avec le fait que notamment vous puissiez écrire des mails à Zach, je crois qu'il s'appelle, le meilleur ami de H. Et bref, il y a des choses comme ça qui sont très... oui, c'est ça, c'est Zach. Qui sont très, très intéressantes et très touchantes et qui donnent vie et corps aux personnages. Et j'aime beaucoup toute la mythologie autour de la construction d'Ashes Falling for the Sky. J'aime beaucoup qu'initialement ce soit un délire sur Wattpad, que ce soit 2 auteurs qui se lancent pour la passion du livre, pour la passion de raconter des histoires. J'aime beaucoup tout ça, mais le livre en tant que tel, ça l'a pas fait pour moi.
Je change complètement de registre avec Dérangé, donc c'est une BD qui est publiée chez les éditions Grand Angle ou Bambou. Je ne sais plus, je ne l'ai pas sur moi, elle est en bas, je vous mettrai une image juste ici. Alors Dérangé, c'est une BD très amusante, basée vachement sur le développement personnel, mais c'est fait d'une façon tellement drôle, tellement ludique, tellement amusante, légère, que c'était juste une dose de bonne humeur en fait cette BD, et pour cette raison j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les illustrations qui ont un petit côté Disney, et je vais être très honnête avec vous, quand je l'ai terminé je me suis dit c'est pas quelque chose qui va me marquer plus que ça, et pourtant là je l'ai lu quand même il y a bien 3 semaines maintenant je dirais, et j'en garde un souvenir très acidulé. C'est très mignon, très touchant, et comme je vous dis, alors je suis pas une grande fan de développement personnel, mais je trouve que là c'est vraiment très bien dosé, très bien fait et très ludique. Donc voilà, pour moi c'est un sans faute cette petite BD. Je dis pas que ça plaira à tout le monde, je dis pas que c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer profondément, mais en tout cas c'est un bon moment de lecture, un petit doudou, quelque chose qui est très rassurant et qui en même temps pousse à sortir de sa zone de confort. Ça a vraiment tous les codes de la littérature feel good finalement, mais avec cette touche très prononcée de développement personnel. Encore une fois, pas du tout la recette qui, en théorie, me plaît. Ça a marché, après certainement que les dessins, ils sont aussi pour quelque chose, parce que je les ai vraiment trouvés très agréables, très beaux, très bien, je sais pas, très en accord avec l'histoire. Mais bon, j'imagine que les dessins ne sont pas pour tout, et que quand même, j'étais très attachée à la protagoniste principale, qui est complètement paumée, qui a 28 ans, qui s'est fait tromper par son copain, qui est toujours amoureuse mais qui en même temps doit vraiment passer à autre chose, qui fait un boulot qu'elle n'aime pas alors qu'elle rêve d'être autrice. Bref, des petites choses comme ça, des petits éléments qui font écho en fait à tout un chacun, et où on se dit finalement nous ne sommes pas les seuls à être paumés, nous ne sommes pas les seuls à savoir exactement ce que nous devons faire, si nous devons peut-être sacrifier le confort au profit de quelque chose qui nous passionne plus, qui nous anime plus. Bref, des questions qu'on se pose, alors des questions que c'est un luxe de se poser, clairement, mais des questions qu'on se pose tous à un moment. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec Dérangé, et je pense que je le relirai occasionnellement parce que c'était vraiment très agréable comme lecture. Une BD que j'ai nettement moins aimée avec Red Creek Shuffle, qui est un ouvrage publié, alors je ne me souviens plus, je vous mettrai l'image ici, et je vous mentionnerai juste là le nom de la maison d'édition. Alors c'est une BD que je n'ai pas... Alors c'est pas forcément que je n'ai pas apprécié en soi, mais par contre les illustrations pour moi c'était pas possible. On a vraiment ce côté BD années 90 je pense à peu près, très rétro, et moi je n'aime pas du tout ça, ça me sort complètement des récits que je lis. Alors c'est doublé du fait que c'est un récit assez violent qui met en scène des personnages qui ont vraiment un langage très cru et châtié. Et voilà, ça pour moi c'était pas... Enfin ça fait pas partie des choses que j'aime bien, donc j'ai pas passé un moment très agréable, et puis même j'ai sauté quelques pages parce que je trouvais ça... Il y avait des scènes notamment de rapports sexuels entre des personnages, mais on avait l'impression que c'était des rapports sexuels marchandés, mais vraiment sur une BD qui fait 60 pages quoi, donc 70 pages. Donc voilà, moi ça m'a pas plu. Je saurais pas vraiment quoi vous en dire de plus, parce que les éléments qui m'ont sorti du récit sont les mêmes qui ont fait que je n'y suis pas vraiment entrée, et donc en termes de sensibilité, en termes de ce que j'ai pu voir des personnages, de ce que j'ai pu voir de l'intrigue, je pense que ce que je vais pouvoir vous dire est assez creux, ça n'a pas grand intérêt. Donc si le titre vous tente, pourquoi pas aller le feuilleter en librairie, vous le procurer, en faire vous-même la lecture, mais moi mon avis va s'arrêter là, parce que encore une fois, comme je suis restée très externe à cette œuvre, je peux pas vous en parler avec beaucoup de détails. J'ai même pas l'impression d'avoir été dans la contemplation de quoi que ce soit. J'avais juste presque hâte que ce moment soit terminé, parce que ça me correspondait pas du tout. Encore une fois, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit pour les ouvrages précédents, je pense que c'est un ouvrage qui ne me cible absolument pas, parce qu'en matière de graphique, ce que j'aime beaucoup, c'est soit les romans graphiques, donc les romans classiques majoritairement, adapté en graphique, parce que je trouve que c'est un bon petit moyen de se rappeler des œuvres sans forcément replonger dans l'œuvre en tant que telle, ou aussi de voir des titres qu'on aime énormément subitement imagés comme ça par des artistes, c'est formidable. J'aime beaucoup les mangas aussi, mais de façon générale en graphique j'aime quand même bien être dans une zone de confort et une zone très doudou. J'aime assez peu les choses qui vont venir me mettre un coup de poing ou me brusquer, et en fait là ça m'a vraiment
j'aime pas encore reprendre cette expression, mais sortie de ma zone de confort, et je n'en avais pas forcément envie, et ça n'a pas forcément marché pour moi. Je vais terminer cet avis lecture avec Paternoster de Julia Richard, publié chez les éditions L'Homme sans nom, qui est vraiment un ovni. Alors je sais qu'il a été qualifié comme ça par beaucoup de personnes qui l'ont lu, mais c'est véridique. Moi je pensais pas que ce soit à ce point-là. Je me disais les gens en font peut-être des caisses, c'est exagéré, comment un livre peut faire un tel effet. Mais véritablement je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais vu ça. On part sur un récit initialement qui nous fait penser à quelque chose d'assez classique en matière de récit horrifique, mais qui va prendre un tournant mais vraiment drastiquement différent. Alors certes il y a des scènes de malaise, il y a des scènes très dérangeantes, on a vraiment l'impression d'être justement dans cette atmosphère horrifique, mais voilà, Julia Richard choisit de faire quelque chose de complètement différent et elle le fait très bien. Ce que je veux souligner sur ce titre et dont je vous ai déjà parlé dans un vlog, c'est le fait que, et c'est ce que j'ai préféré je pense dans le livre, la plume est sans compromis, sans concession. J'ai vraiment l'impression que L'Homme sans nom a choisi de respecter vraiment le texte de l'autrice et de rester au plus proche de ce qu'elle voulait faire, et ça c'était très appréciable parce que j'avais l'impression d'être véritablement dans le flux de pensée de l'autrice et pas dans quelque chose qui avait été épuré, réépuré, réépuré. Après c'est vrai que moi personnellement j'aime bien les textes dans leur jus, j'aime bien être en face de quelque chose de très vivant, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la matière en construction, où on sent que vraiment l'auteur a modelé ses phrases, ses mots, et là j'avais véritablement cette impression dans Paternoster, et c'est quelque chose dont je n'ai jamais l'impression, quasiment, en littérature contemporaine. Et là je parle de young adulte et de littérature blanche. Donc c'est vraiment un plaisir de voir ça, c'est un plaisir de voir qu'il y a des auteurs qui jouent avec la langue derrière tout le travail de correction qui va être fait par la suite. Et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu ce respect des choix initiaux. Donc ça c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus plu d'un point de vue stylistique, et après pour le reste, le scénario de ce roman est incroyable. C'est un roman qui va beaucoup parler de sociologie, qui va beaucoup parler de classe sociale, qui va beaucoup parler de sexisme, qui va beaucoup parler de relations abusives. Il va y avoir énormément de thématiques très actuelles mais aussi universelles et qui était déjà d'actualité il y a des siècles en fait, et voilà, c'est vraiment la force de ce roman, c'est de parler dans un langage très actuel, avec des personnages très actuels, de thématiques qui sont universelles, qui ont toujours été là finalement. Et alors la fin de ce roman, elle est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur parce que curieusement, sans référentiel et sans comparaison possible, je n'arrivais pas à avoir ça comme un coup de cœur. Mais c'est un roman qui m'a profondément marqué et que je vais garder dans ma bibliothèque et que je pense relire pour... en fait, ne serait-ce que pour le lire en connaissant la fin, le commencer en connaissant la fin. Voilà. Donc vraiment, Paternoster, je vous le recommande vivement si vous souhaitez lire un récit qui n'a rien à voir avec ce que vous avez lu jusque-là. Je vous remercie d'être resté jusque-là, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné quelques idées. Si vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.